Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Les électeurs burkinabés sont attendus aux urnes ce dimanche 22 novembre pour un double scrutin présidentiel et législatif. Les enjeux de ce scrutin sont cruciaux, mais quels sont les rapports des forces politiques aujourd'hui entre pouvoir et opposition? Que dire du bilan du président sortant, Roch Marc Christian Kaboré? Quels sont les grands défis que devra relever le prochain président? Trois invités avec moi pour en parler. Moussa Ouedraogo, vous êtes le secrétaire chargé de la stratégie électorale du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès Section France. Vous êtes le directeur de campagne par ailleurs du MPP, le parti au pouvoir. Satisfait de votre bilan, vous demandez un second mandat au Burkinabé. Mais dans quel état se trouve aujourd'hui le Burkina Faso après 5 ans de gouvernance Kaboré? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joël Compaoré, vous êtes le représentant en France du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès du candidat Edi Komboigo, mais c'est aussi le parti de l'ancien président Blaise et Compaoré. Pour vous, le président Roch Marc et Christian Kaboré a échoué sur tous les plans. On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Oui, je vous remercie de nous avoir invités. Notre invitation, Kevin Maïzo, journaliste, analyste politique, merci à vous d'être avec nous pour parler de ce grand pays du continent africain, le Burkina Faso. Merci, M. Togbé, pour l'invitation et je suis content de revenir à la maison. Ils sont ils sont plus de 7 millions d'électeurs à être attendus aux urnes le dimanche 22 novembre au Burkina Faso. Le président et sortant Roch Marc Christian Kaboré veut un second mandat et croit en ses chances. En face, 12 autres candidats, parmi eux de grands routiers de la politique burkinabé. Edi Komboigo du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition burkinabé. L'homme croit enfin venu son temps. Premier ministre Kadri Désiré Ouedraogo ou encore Isaac Zida, lui aussi ancien Premier ministre mais exilé au Canada. Mais quels sont aujourd'hui les rapports de forces politiques et les enjeux de ce double scrutin présidentiel et législatif? On en parle après ce reportage signé Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le scrutin du 22 novembre laisse entrevoir les perspectives d'une élection apaisée selon des observateurs. Cependant, les enjeux sont multiples, aussi bien pour l'ensemble des candidats que pour les principaux challengers, à l'instar du président Kaboré, 66 ans, candidat à sa réélection et ancien collaborateur de l'ex-dirigeant Blaise Compaoré. Je vous l'avais dit, si vous observez de près les terroristes, vous verrez qu'ils ont aussi réussi à enrôler les jeunes de nos différentes localités. Tout en évitant de nous stigmatiser les uns les autres, nous devons faire preuve de vigilance afin d'identifier les mauvaises graines et de les mettre hors d'état de nuire. Deuxième suffrage, après l'insurrection de 2014, ces élections sont une étape cruciale pour Edi Komboigo, président du CDP, qui promet de pacifier le pays. En effet, le Burkina Faso traverse une situation sécuritaire difficile depuis la chute du régime Compaoré. Plusieurs soldats y ont perdu la vie suite aux attaques terroristes, avec un total d'environ 630 morts civils et militaires depuis 2015, selon certaines sources. Non, non et non. 5 ans durant, notre peuple a été sauvagement attaqué, abattu. Plus de 1500 morts. Même son de cloche pour Zéphirin Diabré, candidat malheureux à l'élection de 2015, qui peint un tableau sombre de la gouvernance actuelle au plan sécuritaire. Depuis que les autorités ont entrepris de combattre les terroristes, quelles notes les donneriez-vous si vous deviez les évaluer? 1 sur 20, 2 sur 20 ou 0 sur 20? À propos de la réconciliation, vous leur donnez quelle note? Et qu'en dire pour l'emploi des jeunes ainsi que les activités génératrices de revenus pour les femmes? Le pays enregistre à ce jour plus d'1 million de déplacés internes. Certaines régions sous menace terroriste seront privées de vote. Il appartiendra au président élu de prendre en compte la donne sécuritaire et de relever les défis du moment. Je vais comparer très rapidement. Qu'est-ce qui, selon vous, va se jouer le 22 novembre 2020 dans votre pays, le Burkina Faso? Moi, je vous remercie de me donner la parole à cette veille d'élection au goût amer. Pourquoi au goût amer? Nous sommes à la veille d'une élection et plus d'un tiers de notre territoire est aux mains des groupes terroristes.
pas plus tard que la semaine dernière, 14 Burkinabés, jeunes Burkinabés qui demandaient qu'à vivre, ont perdu la vie dans une attaque terroriste. C'est dramatique. Je m'incline pour leur rendre hommage, car ils sont morts pour que notre peuple vive. Ils ont consenti le sacrifice ultime pour qu'on puisse préserver notre vivre ensemble. Et donc l'enjeu de ce scrutin du 22 novembre, ce sera quoi pour vous? C'est la réconciliation et que les Burkinabés retrouvent la paix d'antan, la paix qu'on avait sous le président Compaoré. C'est cela qui est en jeu. Et qu'on puisse tourner la page de ces gérontocrates qui ont pris en otage le Burkina et qui laissent mourir nos enfants, Monsieur les plus jeunes. Joël Compaoré, oui, gérontocrates qui ont pris en otage les Burkinabés, mais ils ont tous été formés dans la matrice du CDP, pour ainsi dire, du président Compaoré, pour l'essentiel d'entre eux. Nous ne disons pas que le président actuel ne vient pas de nos rangs. Oui, il a fait 27 ans avec le président Compaoré. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont plus d'offres politiques. Ils ne peuvent plus nous proposer quelque chose d'innovant. Ils étaient en fin de parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont quitté le CDP. Parce que nous avions amorcé un renouvellement générationnel. Ils ne l'entendaient pas. Et voilà pourquoi ils ont démissionné pour créer leur parti, le Et MPP. vous pensez aujourd'hui qu'ils ont échoué et qu'il faut revenir. Et aujourd'hui, oui, l'histoire donne raison L'histoire au donne président raison Compaoré au président Compaoré. de On le leur sait pas avoir encore. demandé On le verra. de se mettre. Mais on le verra tout à l'heure si côté. l'histoire donne raison au président Blaise Compaoré ou pas. Moussa Ouedraogo, très rapidement, mais ce qu'il dit peut interpeller. On se souvient encore de ces jeunes Burkinabés qui ont offert leur poitrine en octobre 2014 au canon du RSP, puis après, et qui ont offert leur vie. On parlait à tort ou à raison de révolution. Ils voulaient le changement. Ils voulaient vivre mieux. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que au Burkina Faso fait mieux vivre? Alors, merci Richard. Oui, Et merci à Africa 24 de nous avoir invités. oui. Merci, chers amis et chers frères, parce que c'est un signe aussi du renouvellement démocratique dont tu parles. Vous avez vu quand vous avez énoncé le problème de la sécurité. Oui. Vous avez vu comment il a immédiatement saisi le sujet pour en faire un fonds de commerce, un programme. Non. Je peux vous dire, quand vous me demandez s'il fait bon vivre au Burkina aujourd'hui, nous aurions certes le temps d'en parler. Mais tous les indicateurs, je vous dis bien, tous les indicateurs macroéconomiques et du développement humain sont positifs. Et on aura le temps de faire la comparaison du temps de leur gestion et de ce qui se passe maintenant. Donc pour vous, le 22 novembre, l'enjeu du scrutin du 22 novembre sera lequel? L'enjeu principal, ce sera lequel? L'enjeu principal le 22 novembre, Oui. c'est clair que ce serait le problème sécuritaire Vous et le la cohésion reconnaissez. sociale. Et dans le programme du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, dès le premier trimestre, je dis bien le premier trimestre, Oui. il amorce le processus de réconciliation nationale. Le premier trimestre de quoi? De l'année Le premier prochaine? trimestre de l'année 2021. Dès le premier trimestre, il amorce. Nous avons déjà les institutions qui travaillent pour cela. Nous avons le HCROUM qui travaille et à l'intérieur du HCROUM, nous avons toutes les entités, y compris l'opposition dont il fait partie. Et dès le premier trimestre de 2021, nous amorcions le processus de réconciliation sociale. Et Monsieur Ouedraogo, on va parler concrètement dans cette émission. Il a donné, il a indiqué qu'aujourd'hui, en ce moment où nous sommes en train de faire cette émission, pratiquement un tiers du territoire burkinabé est à main au nom des groupes, aux mains des groupes armés. On sait aussi, et vous le reconnaîtrez peut-être, qu'il y aura le dimanche 22 novembre des bureaux de vote qui ne pourront pas ouvrir. Des Burkinabés ne pourront pas voter parce que le territoire, des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l'État. C'est dans ce contexte que se tient cette présidentielle. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. C'est pas exact. Je vais vous le démontrer parce que
Je pensais que le bilan était pour la deuxième partie. Mais si vous voulez aussi, on peut commencer à parler du bilan. Mais non, tout se tient. Le tiers, le Burkina, Oui. aucune partie du Burkina Faso n'est dans les mains d'un De groupe groupe armé. terroriste. Aucune partie du Burkina D'accord. Faso. L'État est présent partout au Burkina L'État Faso. est présent partout au Burkina Faso. Le 22 novembre, Si tous vous- les Burkinabés iront voter. Non, ne posons pas le problème de Allez-y. cette façon. Oui. C'est-à-dire, je dis bien, aucune partie du Burkina n'est dans les mains des terroristes actuels. Par contre, si vous me parlez des déplacés, effectivement, il y a des déplacés. Et les votes dans ces différentes zones, il y a une nouvelle loi du code électoral qui a été introduite à l'Assemblée nationale, votée par l'unanimité, y compris son parti, qui va permettre d'organiser les élections dans cette zone-là. Et les modalités aussi de cette organisation, on pourrait les donner. Pour moi, il me paraîtrait en fait plus important Monsieur Ouédraogo, de... vous avez- Et vous juste avez une dit seconde que- que je finisse sur cette partie, Oui. que nous puissions organiser des élections plutôt que de rajouter en fait aux pseudo-crises sécuritaires Tous une les bureaux crise de vote. institutionnelle. Tous les bureaux de vote ouvriront le 22 novembre. Les bureaux de vote ouvriront le 22 novembre. Tous les bureaux de vote. Sur Les- toute l'étendue du Les territoire. bureaux de vote ouvriront sur l'étendue du territoire au Burkina Faso le 22 novembre. Kevin, mais on voit bien la discorde entre le fait, effectivement, et qu'on l'a vu dans l'élément qui est passé, l'ensemble des candidats que nous avons écoutés parlent de la sécurité. C'est ça l'enjeu principal. C'est ça c'est autour de cette thématique que se fait cette campagne électorale. Ben, c'est ça l'enjeu principal, mais ce n'est pas que ça, parce qu'on a déjà le problème de l'épidémie, de la pandémie, au Covid-19 qui fragilise tout le pays africain et le Burkina Faso ne fait pas exception. Pour l'instant, c'est 33 morts et 1000 cas avérés. Ben voilà. Et ensuite, nous sommes dans un contexte sécuritaire général au niveau de la sous-région. Ça prend toute la région du Sahel. C'est vrai. Et le Burkina Faso est impacté. Donc on peut parler en termes de groupes armés, mais on peut parler aussi en termes de terrorisme. Ensuite, l'économie burkinabé est arrimée à la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire est en train de tanguer. On ne sait pas quelle direction ça va prendre. Donc c'est un élément à prendre aussi en compte. Si la Côte d'Ivoire est déstabilisée, le Burkina Faso ne pourra pas s'en sortir. Donc il y a beaucoup d'enjeux par rapport au candidat. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport au candidat qui sera élu. Oui. Et l'autre enjeu, c'est mais vraiment au niveau du personnel politique. Il faut déjà qu'il y ait un renouvellement du personnel politique. Justement. Et une réadaptation idéologique parce qu'on est en train de greffer, de faire de greffer des tissus neufs dans du vieux tissu et ça risque de... Une analyse rapide, Kevin Maïzo. On l'a vu, il y a le président Roch-Marc Christian Kaboré qui est en face, 12 autres candidats. Là, je l'ai dit, beaucoup de ces candidats viennent du CDP et ont été, comme lui d'ailleurs, mais d'ailleurs, ils ont tous été à la rivière CDP. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de candidats contre lui peut favoriser sa réélection dès le premier tour? Bon, cela dépend de deux choses. Le fait qu'il y ait déjà beaucoup de candidats contre un seul peut fragiliser l'opposition. Parce qu'il y aura dispersion de voix. Donc si l'opposition n'a pas une stratégie avec un programme assez fignolé pour battre le président sortant, ça va être extrêmement difficile. Mais par contre, s'ils ont une stratégie tout en y allant en groupe, disons, de façon dispersée, pour l'affaiblir, démontrer que son bilan est négatif, le peuple burkinabé, qui est politiquement assez mûr, c'est un des peuples assez mûrs politiquement en Afrique de l'Ouest, peut faire un bon choix pour envoyer 2 personnes au second tour et l'élection présidentielle se jouera beaucoup plus au second tour. Nous sommes dans un scrutin uninominal à 2 tours. Vous faites bien de le dire, Kevin Maïzo. Ça veut dire que si le président Roch-Marc Christian Kaboré ne gagne pas au premier tour, c'est mort. S'il ne gagne pas au premier tour, c'est mort parce que tous ces gens se connaissent. Ils vont se coaliser contre lui au second tour parce que la tendance, c'est simple, lui attribuer... Parce que l'échec, les problèmes du Burkina Faso, ce n'est pas les 5 dernières années. C'est vrai. C'est des problèmes qui datent d'avant. On est d'accord. Il va faire une reddition de comptes et payer l'addition pour tout le monde. Vous vouliez réagir très rapidement par rapport aux chances de votre candidat de remporter cette présidentielle. Parce que si je vais vous faire une petite explication claire qui fait que mathématiquement, le président serait élu au premier tour. Quand vous regardez la classe politique, c'est toujours le même personnel et il n'y a pas eu de renouvellement.
Alors, au regard du bilan du président. Non, le Oui, bilan, on va en parler après. bilan, mais ça, Vous voulez nous parler de l'arithmétique électorale de votre pays qui arrangerait le président Roch-Marc Christian Kaboré. Je commençais par ça, je viendrai au deuxième point. Quand vous regardez l'offre politique de ceux qui sont en face, il n'y a eu que des implosions. L'UPC, qui était la première qui était la première force d'opposition au Burkina Faso, a trouvé la moitié de ses députés qui sont partis en 2018. Ça veut dire que ce parti-là, s'il a fait 18% en 2015, ne fera même pas 7-8% en 2020. Là, et encore, si vous prenez le directeur de campagne de Zéphirin Diabré, en 2015, est parti, il n'y a même pas un mois de son parti. Il a rejoint notre mouvement. Et ça vous laisse tirer quelle conclusion? Une conclusion qui, quand vous avez une ressource qui quitte votre parti, obligatoirement, il y a une saignée parce qu'il n'est pas seul. Vous prenez aussi son parti. Alors normalement, on ne doit pas compter sur les déboires de l'autre pour se faire élire, mais sur son offre politique. Non, normalement. Alors je veux dire, c'est ce que veut la noblesse de la politique. J'ai commencé par l'offre politique en ajoutant les déboires. D'accord. Donc je suis parti sur les deux. Joël, très rapidement. Compaoré. Compaoré, pardon. Disons les choses clairement. Il y a 6 ans, on vous a chassé du pouvoir. Et vous dites aujourd'hui, nous sommes la solution. Les post-révolutions ont échoué. Les différents pouvoirs post-révolution ont échoué. Oui, et c'est nous la solution. Qu'est-ce que vous apportez de neuf aujourd'hui au Burkinabé après 27 ans de pouvoir? Quelle est l'offre politique? Déjà, je rectifie. Allez-y. Sous la pression populaire, le président Compaoré a démissionné. Et aujourd'hui, c'est un CDP fort et conquérant, jeune, avec un président jeune qui n'a qu'un seul objectif, ressouder le tissu social du Burkina. Pourquoi? Vous parliez de bilan. Je m'interdis de parler de bilan. Car vous le savez tous ici. Non, on n'a même pas encore parlé du bilan du président. Tout à l'heure, en introduction, et je m'interdis de parler de bilan parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas parler de bilan positif. Il est forcément négatif. À l'exception de M. Ouedraogo sur ce plateau qui peut dire que ce bilan est positif. Car pour nous, toute vie humaine est sacrée. Sur le bilan. Et à partir du moment on aura l'occasion d'en parler sur on a plusieurs milliers de Burkinabés qui ont perdu la vie, je pense qu'on peut faire l'économie de nous raconter des sornettes. Mais monsieur, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous misez tout simplement sur le bilan négatif, comme vous dites, sur l'échec du président Roch-Marc Christian Kaboré? C'est son point de vue sur le bilan négatif. Oui, mais il a le droit d'avoir son point de vue. Oui, j'espère que j'aurai l'occasion de lui citer. Ou bien quel est aujourd'hui le message principal d'Edi Komboigo, l'offre principale? Qu'est-ce que vous demandez aux Burkinabés? Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui aux Burkinabés pour avoir leur suffrage? On ne peut même pas. Le CDP est le premier parti du Burkina. C'est tout? Ah, c'est pas tout. C'est pour vous dire qu'au-delà du programme innovant de notre candidat, qui est un candidat qui apporte une certaine jeunesse dont vous avez parlé, un candidat neuf qui, contrairement aux autres, n'a pas fait 27 ans, ça ne fait qu'en 2012 qu'il s'est lancé en politique. Oui, lui, en l'occurrence, il est jeune, il vient des affaires. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui ramène son dynamisme et une autre vision pour le Burkina. C'est vraiment pour changer et puis nous ramener vers des lendemains qui chantent et pouvoir profiter de l'expérience du président Compaoré, car il se réclame être l'héritier, et c'est l'héritier du président Compaoré. Je propose. Donc, avec lui, nous aurons la paix vous et la sécurité. Vous parlez de Burkina Faso, effectivement, nous allons marquer une coup de pause. On reviendra tout à l'heure. Vous avez remarqué que quand vous avez parlé de bilan, il n'avait qu'à dire que c'est le premier parti du Burkina. D'accord, ok. Mais ça ne fait pas un bilan. Mais de toute façon, on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. On aura évidemment l'occasion d'évoquer le bilan du président sortant Roch-Marc Christian Kaboré. À tout de suite.
Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso. Les électeurs sont attendus aux urnes le dimanche 22 novembre. Kewin, Maïso, commençons cette partie par un fait positif. C'est quand même, ça mérite quand même d'être souligné. Nous l'avons dit, plus de 7 millions d'électeurs iront aux urnes le 22 novembre au Burkina Faso. Il n'y a pas de crise préélectorale dans ce pays. Il y a unanimité autour de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'institution de Newton, Ahmed Bari. Il y a unanimité autour du Conseil constitutionnel et mieux, les candidats ont signé une charte où ils s'engagent à accepter, à reconnaître les résultats qui seront issus des élections du 22 novembre. C'est un fait positif. C'est un fait suffisamment positif pour qu'on le souligne parce que dans d'autres pays africains, c'est différent. Et surtout, c'est un problème en moins. C'est un problème en moins. Oui, c'est un problème en moins. Maintenant, la question qui se pose, c'est le jour du scrutin, s'il n'y aura pas de phénomène de bourrage dur. Et surtout... il n'y a aucune raison de craindre cela. Ben, aux États-Unis aussi, il n'y avait aucune raison de craindre quoi que ce soit. Mais nous sommes en train d'assister à un spectacle peu amène. Donc, il n'est pas superflu d'être vigilant par rapport à cela. Un autre risque, c'est qu'avec l'insécurité, il y a des urnes qui risquent de disparaître lorsqu'on va les amener à Ouagadougou pour la compilation. Bon, on va voir les choses positivement. Mais c'est un pays sur ce plan qui a félicité. Effectivement, il y a là une maturité qui s'affiche en termes de démocratie électorale. Et pour la première fois dans l'histoire politique du Burkina Faso, les étrangers vont voter. Les Burkinabés de l'extérieur vont voter. C'est une innovation dont on peut aussi être fier, Monsieur Ouedraogo. Oui, on est très très fiers. C'est la première fois que des Burkinabés de l'étranger vont participer à une élection présidentielle. Exact, c'est la toute première fois. Et c'est une promesse de campagne, d'ailleurs, qu'il avait promis à la diaspora, qu'il a tenue, tout comme l'ensemble, parce que, si vous me permettez, que je développe un peu le bilan, parce que là, il s'agit du bilan. Après, vous voulez déjà parler du bilan? Ah oui, parce que cette possibilité-là fait partie du bilan, en fait. D'accord. Parce que nous avons été élus sur la base du programme national du PNDS, le Programme national économique de développement social. Ouais. Et le PNDS, aujourd'hui, nous l'avons réalisé à l'ordre de 80%. 80%. Et je vais très rapidement, après, je permettrai la critique sans défaut et je répondrai point par point. Notre PNDS, il était organisé sur 3 axes principaux, en fait. C'est-à-dire la réforme de l'État et la modernisation de l'administration, le développement du capital humain. Et sur tous ces points, je vous donnerai les indicateurs descriptifs de ces éléments-là. Mais ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse Richard, le plus, c'est ce que signifie tout ça là au Burkinabé de Bobo Dioulasso, de Ouagadougou. Vous allez voir la signification. Allez-y très rapidement. Allez-y très rapidement. Puisque de façon concrète... on va quitter les grandes phraséologies pour parler concret. Donc, et le deuxième aussi, le troisième axe, c'était la dynamisation et des secteurs porteurs. Mais très rapidement, si je prends le premier point, vous prenez par exemple la justice. Oui. Vous partez avec votre affaire judiciaire, niveau civil. En 2014, pour résoudre un tel problème, vous avez 2 mois pour le faire. Aujourd'hui, en 2020, vous avez 1 mois pour le faire. 1 mois. C'est-à-dire nous avons réduit le temps de traitement de cette affaire judiciaire-là. C'est important. C'est ça le premier point que vous mettez en avant? Non, pas que ça, parce que je parle de ça par rapport au premier axe que je vous ai donné. Mais si vous voulez, je peux aller très loin sur, par exemple, la croissance. Et aussi l'IDH. L'IDH qui est un indicateur très important sur ce qu'est la... L'IDH? Oui. L'IDH? Oui, l'IDH. Votre pays, le Burkina Faso, est classé 46e sur 53 pays. Mais il y a le progrès, parce que quand nous arrivions, l'IDH... 46e sur 53 pays, et c'est ça vous voulez... Il faut relativiser, parce que c'est pas... C'est même pas moi qui évoque. Non, mais je l'évoque, et je vais vous dire pourquoi je l'évoque. Quand je vous dis de relativiser, c'est quoi? En 2014, quand nous arrivions, l'IDH était de l'ordre de 0,3 et quelques. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 0,4. Et les paramètres de cet IDH-là, c'est l'ensemble, la consolidation. Non, Richard. Et du développement humain, pour ceux qui ne connaissent pas, vous parlez du développement humain. C'est très important. Non, mais j'arrive juste parce que c'est là, il y a un ensemble d'éléments qui a permis d'améliorer, en fait, cet indice-là. Par exemple, si vous prenez, comme vous avez dit que je mettais l'autre truc au point, l'élément que je mettrais au premier plan,
Quand vous prenez par exemple la gratuité des soins, aujourd'hui au Burkina Faso, les enfants de 0 à 5 ans se soignent gratuitement. Non, mais ça, c'est ce qui est dit. C'est la réalité. Non, mais monsieur, ce sont les facteurs Ouédraogo, qui ont permis d'améliorer l'IDH. est-ce que les centres de santé sont disponibles? Est-ce que les unités sanitaires sont... Parce qu'on peut décréter la gratuité des soins alors qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire pour qu'on aille se faire ça. C'est comme on vous donne un ticket resto alors qu'il n'y a pas de resto. Pourquoi voudrez-vous... Allez-y, rapidement. Non, Joël. Il finit très rapidement. Pourquoi voudrez-vous qu'il ne soit pas disponible? Cela a coûté à l'État 100 milliards. Ça veut dire que c'est une réalité. Les soins réalisés sur la femme et les femmes enceintes, nous avons plus de 53 millions d'actes médicaux. Ça veut dire que c'est comptabilisé. C'est vraiment des chiffres comptabilisés qui ça coûtait à l'État 100 milliards. Nous avons l'opération. Aujourd'hui, tous les Burkinabés, tous les enfants burkinabés de 0 à se 5 ans gratuitement. Gratuitement. Et sur toute l'étendue du territoire national, il y a les services sociaux de base, y compris des infrastructures sanitaires pour qu'on se soigne correctement. Exact. Ah ben d'accord. Je vous le confirme. Le tableau, il est beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez l'évolution de l'IDH, puisque c'est un facteur, le taux de naissance. C'est entendu, on a retenu. L'espérance de vie est un facteur de l'IDH. Donc c'est d'où l'évolution de l'IDH. Proximité, non, on va dire quoi? Rapidité des procédures judiciaires, gratuité des soins de santé. Bon, on a été étonné que vous vous satisfassiez de votre classement 46e sur 53 en termes de développement humain. Mais bon, si vous considérez ça... c'est un progrès. Parce que quand on l'a pris, c'était pas ce niveau. Il faut souligner le côté progrès. Il a évoqué des éléments par rapport auxquels il est satisfait. En tout cas, le pouvoir aujourd'hui est satisfait de son bilan et demande un deuxième mandat. Vous pensez qu'il a échoué ou? Et qu'est-ce que vous auriez pu faire qu'il n'a pas fait? Le président Rochma Christian Kaboré. Déjà, ces 5 années, on va dire que le pouvoir du MPP est un événement disruptif et nous le payons aujourd'hui de nos vies. Et je mesure la gravité de ces mots parce que entendre un représentant du parti actuel au pouvoir nous énumérer des chiffres alors que nous avons 1 million de déplacés internes au Burkina. C'est vrai. Plus de 3000 écoles fermées. Plus de 100 000 enfants qui ne vont plus à l'école. Et il nous parle de gratuité de soins. Et il nous parle d'indice de développement. Aujourd'hui, en termes, le Burkina est peint en rouge. Aujourd'hui, on craint une famine au Burkina. D'accord. Et toutes les ONG, ils ont échoué selon vous? Ils ont échoué lamentablement. Sur quel plan? Sur tous les plans. Sur le plan de la justice. Nous avons une instrumentalisation de la justice pour juste attaquer des opposants politiques. Nous avons, je vais revenir là-dessus sur le plan de la justice. Monsieur Ouédraogo, oui. On peut reconnaître, comparer, excusez-moi, on peut reconnaître quand même qu'il y a eu ces 5 dernières années dans votre pays une forme de respiration démocratique. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire, il n'y a pas d'emprisonnement arbitraire. Ça, au moins, on peut le reconnaître. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je veux vous dire une chose. Ah, vous pensez, il y a dans les prisons du Burkina Faso aujourd'hui des gens qui sont arbitrairement détenus, des prisonniers politiques. Des faits des prisonniers politiques, effectivement. Il y en a beaucoup. Pourquoi nous parlons de réconciliation? On a fait le procès du coup d'État, on a fait le procès du coup d'État, on a fait le procès du coup d'État, mais on n'a jamais fait le procès de l'insurrection. Avez-vous un exemple de prisonnier politique au Burkina Faso? Il faut se poser ces bonnes questions. Ah, on a des exemples. Vous allez aussi loin, d'accord. Non, mais c'est bien sûr. Il faut faire le procès de l'insurrection. Mais bien sûr, puisque jusqu'à aujourd'hui, nos cadres, les cadres de mon parti, le CDP, notamment le dernier gouvernement du président Compaoré, ils vivent sous l'épée de Damoclès. Parce qu'ils ont été inculpés. Monsieur Compaoré, vous demandez qu'on inculpe les jeunes qui ont participé? Non, pas les jeunes. Ben qui? Je demande que justice soit rendue à tous ceux qui sont morts. Parce que nous aussi, d'accord, on est d'accord. Nous avons perdu des militants qui demandaient qu'à vivre. Et pourquoi on ne fait pas ce procès? Parce que le pouvoir actuel a des choses à se reprocher. Ce pouvoir-là instrumentalise la justice pour bâillonner des opposants. C'est vrai. Bien sûr. Nous devons un peu de précision. Il a dit, parce que je ne peux pas le laisser dire ça,
qu'il y a des prisonniers politiques au Burkina Faso. Ouais. Moi, j'avais pensé s'il a un seul exemple qu'il le dise sur votre plateau, nous sommes là, comme ça, aux yeux de tout le monde, il nous dira qui est prisonnier politique au Burkina Monsieur Faso Compaoré, à l'instant où on se parle. Vous êtes interpellé. Ok. Le procès actuel, On a parlé de prisonniers politiques. Laissez-moi terminer. Je ne vous ai jamais interrompu. Allez-y, très rapidement. Voilà, le procès par rapport au coup d'État. Ouais. Aujourd'hui, Oui. nous avons plusieurs camarades qui ont été en prison. Ben, il vous dit, Alors il que vous se dit- il vous posait- dit de nommer une figure connue qui est détenue en fonction de son appartenance politique. Actuellement, même s'il est en soins ici, le général Djibril Bassolé, qui a été... Il est victime d'un procès, c'est un prisonnier politique. C'est un procès politique. C'est reconnu par tous. Si aujourd'hui il est malade, ça a été reconnu au niveau international que c'est un procès politique. J'espère que vous avez, sur la base vous avez d'écoute. tous son exemple, Oui. donc c'est bon, on peut continuer. Vous remarquez Et ce seulement- n'est pas le seul. J'ai dit, vous Nous remarquez- avons des anciens députés Vous a- qui sont aujourd'hui, ils sont empêchés de pouvoir circuler librement. Parce que dans ce procès, ils ont été... Djibril Bassolé a fait l'objet d'un procès. Oui. Et quel procès? Ah, mais ça, c'est autre chose. Non, mais parce que c'est pour vous dire, quand je parle... Vous pensez que le président Christian Kaboré était derrière la justice militaire? Mais bien sûr. Ah, pensez-vous? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. D'accord. On va le laisser libre avec ses avancées lyriques parce que lui-même, il sait honnêtement qu'il n'y a pas de prisonnier politique au Burkina. La preuve est qu'il a eu du mal à en donner un seul. Et Kevin et Maïso, c'est de bonne guerre. Généralement, sur la question de bilan, on le sait, les arguments s'affrontent comme ça. Mais la question aujourd'hui, c'est comment vous jugez les chances du président Christian Kaboré de remporter cette présidentielle au regard de la situation sécuritaire? Vous l'avez dit, ce n'est pas spécifiquement burkinabé, c'est un contexte sous-régional, effectivement, qui explique la défaillance sécuritaire dans ce pays. Vous pensez que... Je rappelle au passage, le président, enfin le candidat Edi Komboigo l'a dit, 1500 morts en 5 ans. Et 1 million de déplacés, on l'a dit également en 5 ans. Mais ce n'est pas fini. Les Nations Unies parlent de 2 millions de Burkinabés qui seraient en situation d'insécurité alimentaire. C'est pas simple le tableau, il est compliqué le tableau. Mais on l'a vu également, le pouvoir évoqué ici des performances macroéconomiques, une croissance de 6%, etc. etc. Est-ce que ce discours peut avoir d'écho auprès des électeurs aujourd'hui? C'est un discours qui peut avoir d'écho, mais la campagne électorale doit se baser sur les enjeux de cette élection. Les enjeux, c'est l'économie, la sécurité, la réconciliation. Surtout ces 3 enjeux-là. Si les présidents sortants a le mot juste pour expliquer à la population qu'il rencontrera ses attentes par rapport à ces dossiers-là, surtout la sécurité, ça peut marcher. Mais il y a aussi un grand dossier, c'est qu'au Burkina Faso, comme partout ailleurs, les jeunes sont abandonnés. Et vous allez remarquer, lorsque vous lisez les programmes de tous les candidats, il y a un grand chapitre sur la jeunesse. Et comme ils sont majoritaires, si la jeunesse s'est déplacée pour aller voter, il a ses chances de gagner, mais ça risque d'être quand même assez chaud pour... la plupart des candidats. En tout cas, nous l'avons dit, le scrutin est ouvert. La question aussi, M. Ouedraogo et Compaoré, vous l'avez évoqué plusieurs fois dans cette émission, vous parlez de réconciliation. Au fond, qu'est-ce qui vous a fracturé? Alors, juste dire une chose, vous avez remarqué que peu importe le sujet dont on parle, il revient sur la sécurité. C'est un fonds de commerce, comme une joie pour eux que le Burkina Faso soit dans cette situation-là. Je pense que la sécurité n'est pas une question seulement des spécialistes, c'est une question de tout le monde et on l'affronte et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'y arriver. Alors, pour revenir sur la réconciliation... Qu'est-ce qui vous fragmente? Ce qui nous est... En réalité, il n'y a pas vraiment une fragmentation. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui refusent de vouloir répondre de certains actes avant que nous partions à une réconciliation. D'accord. Certes, si vous, par rapport au programme du Roch Marc Christian, dès le premier trimestre de 2021,
vous avez les assises sur la réconciliation Ça, c'est nationale. ce qu'il a prévu. C'est ce qu'il a prévu. Je pense que nous allons nous réconcilier. On me dit que le temps est fini. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient tout à l'heure à approfondir la question de la réconciliation nationale, de la cohésion nationale, mais aussi des grands défis qui attendent le prochain président qui s'appelle Roch-Marc Christian Kaboré et du Camborigo ou Zéphirin Diabré. À tout de suite. Merci. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso qui tient ce 22 novembre un double scrutin présidentiel et législatif. Nous l'avons dit et vu dans cette émission, les enjeux sont importants. Il y a d'abord la sécurité, l'économie, la réconciliation nationale. Et monsieur Ouedraogo, vous étiez en train de nous expliquer ce qui vous a fragmenté. Oui. Pour qu'on parle aujourd'hui de réconciliation nationale, vous l'avez dit, votre candidat a prévu une grande campagne de réconciliation une fois réélu. Oui, justement, je répondais à votre question de savoir qu'est-ce qui nous est fracturé. Aujourd'hui, moi, je ne considère pas cela comme étant une fracture. Déjà, au Burkina Faso, de réconciliation. Non, mais j'arrive. Au Burkina Faso, déjà, nous n'avons chassé personne. Tout le monde est libre de revenir déjà au Burkina. Et deuxièmement, il y a un groupe de personnes qui veulent aller comme ça, revenir comme si de rien n'était. Je pense que dans tout règlement de pseudo-fracture, il faut qu'on s'asseye, qu'on se parle, qu'on se dise ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, et après, trouver en tout cas les instruments pour stabiliser tout cela et repartir. Le Burkina Faso a besoin de tous ses enfants. Et c'est pour cela d'ailleurs que le président Kaboré a inscrit dans son programme, noir sur blanc, dès le premier trimestre de 2021, il convoque les assises sur la réconciliation nationale. Les travaux ont déjà commencé. Les travaux préparatoires. D'accord. Et dans cette entité, toutes les entités sociales du Burkina Faso font partie, y compris son parti, le CDP, Zéphirin. Tout le monde fait partie. Et donc, je pense que nous nous acheminons vers ce qui est appelé la réconciliation sociale. Mais pour moi, les Burkinabés se parlent et on continue de se parler. Hein. Il y a aussi, on l'a vu... Moi, je veux juste revenir sur des mots que j'ai entendus qui m'ont profondément attristé. Quand le représentant du MPP ici présent dit qu'il y a des Burkinabés qui se réjouissent de la situation actuelle du pays, moi, je suis peiné. Parce que nous avons tous nos parents... Il a dit en off. Hein, il a dit non, il n'a pas dit en off. C'était lors de la précédente prise de parole. Non, mais je l'assume, puisque vous voyez avec quelle joie il s'exprime des difficultés du Burkina au niveau de la sécurité. Je l'assume entièrement. À un moment donné, quand je m'exprime avec gravité. Je pense qu'il est le seul à avoir de la joie dans mon visage, mais quand je m'exprime avec gravité et je dis que la situation est grave et il faut s'en préoccuper. D'accord. Et je dis... On a bien compris. Sur le plan sécuritaire, la situation est volatile. Ça, on l'a bien vu. Sur le plan de la réconciliation, puisque vous avez parlé aussi de réconciliation, quel est aujourd'hui le degré de la fracture entre vous pour qu'on fasse effectivement de la réconciliation une priorité? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a divisé? Là est la question. Qu'est-ce qui nous a divisé? Oui. Quand vous avez posé la question au représentant, M. Ouedraogo, au représentant du MPP, il n'avait pas l'air de se dire qu'il y a une fracture entre les Burkinabés. Alors que nous avons eu Yirgou. Yirgou, c'est près de 200 morts dans des conflits interethniques. On a la création de groupes d'autodéfense, des Kolwero, c'est-à-dire des milices armées. On a certes la création des VDP, c'est-à-dire des volontaires pour appuyer l'armée. Mais c'est venu d'où? Expliquer pour que ceux qui ne sont pas burkinabés et comprennent. Les affrontements interethniques ont été nourris par quoi? Les affrontements interethniques ont été nourris par quoi? Pourquoi nous reprochons cela au pouvoir du MPP et de Roch-Marc Christian Kaboré? C'est tout simplement parce que, aux premières attaques,
au lieu de renforcer l'armée en les équipant et en créant une vraie politique de sécurité du pays, ils sont allés vers des groupes d'autodéfense. Et ces groupes d'autodéfense ne sont pas formés. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la République. Parce qu'on est d'accord, parce que votre territoire est vaste, le territoire de votre pays est vaste. Et il est, enfin, c'est ce qu'on a, il est difficile de déployer effectivement les forces sur ce sujet. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Yirgou? Yirgou, c'est à l'issue d'une attaque terroriste que ces groupes d'autodéfense se sont rendus justice parce qu'ils considéraient que c'était des ethnies Peuls qui avaient été responsables de cette attaque. Donc, ils se vengeaient. Donc, il y a une stigmatisation d'un groupe ethnique. Un groupe ethnique. Et ça, assimilé à des terroristes. Exactement. Et ça, c'est dangereux. On est d'accord. Et c'est pour cela que nous n'avons pas ménagé nos efforts pour tirer la sonnette d'alarme. Au-delà de ça, quand vous parlez du climat social, le climat social n'est pas du tout apaisé. Nous avons eu combien de grèves? Presque chaque semaine, il y a eu une grève au Burkina Faso. Ouais. Le pays a été paralysé. Et aujourd'hui, on nous dit non, tout va bien. Madame la marquise, on circule, tout va bien. Alors, ce n'est pas possible. C'est un déni, parce que vous voyez, c'est un déni de réalité. Il a avancé. Il y a ce que vous pensez. Il y a ce que vous pensez. Non, mais juste une petite seconde, parce que au Burkina, par rapport à le problème sur Yirgou, ensemble, unanimement, nous l'avons condamné et le problème est dans les mains de la justice aujourd'hui. Et il est en train de suivre son cours. Deuxièmement... Mais ça a existé, ça a des causes. Si, ça existait. Et c'est comme dans toute société, vous avez des défaillances à un moment donné et la justice s'est saisie et il suit vous êtes en train de nous dire que si vous êtes élu, si vous êtes réélu, en tout cas que vous avez un projet de convoquer des assises pour la réconciliation, bon, vous auriez pu le faire avant. Merci. Parce qu'ils ont mis en place le H-Crown dont ce n'est pas pressant. Réconcilier, c'est pressant. Si on n'a pas le temps de définir, d'expliquer comme il faut, à tout instant. Ah oui, parce que déjà, c'est pour ça que je dis, le problème c'est l'Yirgou. Il faut dire que le problème sur la sécurité, quand nous avons pris le pouvoir en 2014, n'était pas un problème en entrée. C'est-à-dire en entrée, nous avons été élus par rapport à autre chose que cela. Mais cette fois-ci, la sécurité est un problème en entrée. Nous allons devoir être plutôt réactifs que d'être proactifs. Alors que sur tout le mandat de 2015, nous avons été obligés d'être réactifs. S'il vous plaît. Et je n'ai pas fini. Sur les VDP, gouverner, c'est prévoir. Si je gouverner, c'est prévoir. Très rapidement, il y a ce que vous pensez. De défense de la population. Il y a les VDP. La présence des VDP a été votée à l'Assemblée à l'unanimité. Donc ce n'est pas des forces étrangères ou quelque chose comme ça. Il y a ce que vous pensez, il y a ce que vous pensez ici, mais il y a aussi ce que certains de vos compatriotes pensent, notamment en termes d'attente vis-à-vis du prochain président de la République. Certains donc se sont confiés au micro de Jean-Paul Rouedraogo. On les écoute très rapidement, on en parle après. Ils sont énormes parce que nous avons vécu, disons, un quinquennat très difficile, surtout sur le plan sécuritaire. Et nous espérons que le président, en tout cas le futur président qui sera élu au soir du 22 novembre, puisse quand même répondre à nos attentes. C'est-à-dire que pacifier d'abord le Burkina et surtout les Burkinabés. Aussi travailler de telle sorte à ce que la réconciliation qui est chantée de par tous les opposants, parce qu'aujourd'hui quand on va dans la campagne, chacun parle de réconciliation. J'estime que c'est véritablement un thème qui est à l'ordre du jour. Nous espérons que le futur président du Burkina va pouvoir non seulement concilier les Burkinabés et aussi ramener la paix, parce que nous sommes véritablement en guerre. Il y a le problème de l'insécurité qui est là. Il y a le problème aussi de la gabegie, les détournements, tout ce qui vont à l'encontre même du développement du pays. Parce que nous voyons que depuis 5 ans déjà, on nous avait promis beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, la jeunesse est toujours dans l'attente. Il n'y a pas de boulot, la jeunesse souffre. Ce sont les mêmes personnes. Depuis que nous sommes nés, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de manger et ils continuent de manger. Pour ma part, je pense que le futur président aura fort à faire pour le retour de la stabilité, notamment la sécurité. Deuxièmement, il s'agira de la question de la santé.
Et pour finir, celle de l'alimentation. Nous avons beaucoup souffert et nous ne souhaitons plus revivre la même situation. Forcément, il faut avoir de l'argent parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et lorsqu'il y a l'argent, ça nous permet de penser à l'éducation, ça nous permet de penser à la santé, ça nous permet de penser à d'autres objectifs. Alors, je crois que les ententes sont nombreuses et il faut que le président qui va présider pendant les 5 ans qui vont venir, il faut que ce président-là, d'abord, puisse installer la sécurité et puisse relancer l'économie de notre pays. Effectivement, les besoins récurrents que nous avons entendus dans l'élément qui est passé et sont sécurité, réconciliation et surtout lutte contre la pauvreté. Hein. Oui. La Gabéji. Effectivement, on a suivi la consolidation de l'ensemble de leurs ententes. C'est quoi? La réconciliation, la sécurité et la Gabéji. Et sur ces 3 entités-là, nous avons des réponses concrètes. Le problème de la sécurité, nous l'avons traité. Bon, réponse concrète par rapport à la sécurité. Et parlons plutôt le sentiment que nous avons eu un sujet entier sur ça, je ne vais pas revenir. Mais sur la Gabéji, par exemple, au cours du mandat du président Roch Marc Christian Kaboré, nous avons créé au niveau de la justice des pôles spécialisés de lutte contre les crimes économiques et financiers. Au tribunal de grande instance de Bobo. En 5 ans, vous avez arrêté combien de criminels économiques? Nous avons un ministre qui est parti en prison pour délit d'apparence, par exemple. Ça n'existait pas, ça, avant. Un ministre qui est parti en prison. Vous avez actuellement des directeurs généraux qui sont en prison. Vous avez actuellement... Pour faire des détournements. Pour des délits d'apparence. Après, détournement, il faudrait attendre Expliquez. Les délits dans le corpus juridique burkinabé, à quoi correspond le délit d'apparence? Ce n'est pas le corpus dans le corpus général. Voilà. Les délits d'apparence, c'est quand, par rapport à votre vie de tous les jours, et en fonction de vos revenus, on constate un décalage important. Vous allez en prison pour ça? Si, en tout cas, le ministre est parti. Le ministre est parti, pardon, excusez-moi, non, on rigole. Vous justifiez d'abord vos revenus avant d'aller en prison. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est pas aller en prison juste pour l'apparence. Enrichissement illicite et autres, mais délit d'apparence. Mais c'est un délit d'apparence, puisque c'est l'apparence. C'est un délit d'apparence. Et pour finir sur ce point, par exemple, vous avez un conseil spécial qui a été contraint de démissionner. Donc, après, c'est des œuvres humaines, en fait. On ne peut pas, imaginons une personne qui détourne, on ne peut pas imposer ça, par exemple, à l'État, au système actuel. Par contre, on pouvait imposer ça au système actuel s'il ne réagit pas face à ça. Et nous avons mis des outils qui permettent de réagir face à ça. Et en plus, nous avons des éléments concrets qui montrent que ces outils fonctionnent. Puisque vous venez à cette table représenter votre parti et le candidat Roch Marc Christian Kaboré, vous êtes un grand intellectuel. Quelle est la doctrine que vous avez aujourd'hui en termes sécuritaires que vous comptez mettre en œuvre, suivre, une fois que vous êtes réélu? C'est-à-dire le Burkinabé qui vous donne aujourd'hui sa voix, son suffrage, à quoi doit-il s'attendre après le vote? Quelle est la philosophie politique que vous suivez après en termes de retour à la sécurité et à la stabilisation dans votre pays? Merci de me donner l'occasion de répondre de façon précise à cette question. Oui. Vous avez la loi sur la programmation militaire qui a été votée en 2018, qui n'a pas été opérationnalisée. Pourquoi? Pour des problèmes de moyens. Et aussi, il fallait répondre en tout cas aux éléments conjoncturels. En 2021, nous allons partir de façon structurelle pour ce problème-là. Dès le premier trimestre de 2020... problème de moyens. Pardon, je peux terminer. Dès le début de l'année, en 2021, nous avons l'opérationnalisation de la programmation militaire. Ça veut dire quoi? Parce que nous avons étudié ce problème-là. Vous n'avez pas sécurisé les Burkinabés parce que vous n'aviez pas les moyens. C'est ça, en gros, si on résume. Non. Il fallait bien étudier le problème parce que c'est plus profond que ça. Quand vous regardez... Les moyens, en 2021, vous les aurez où? Ce n'est pas qu'une histoire de moyens. Ah, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas... Richard, si vous me permettez que j'aille au bout du raisonnement. Parce que c'est quoi? Les jeunes qui sont souvent dans ces groupes, avec ces groupes armés, certains sont des Burkinabés. Il fallait déjà étudier. Pourquoi ils y vont? Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Souvent, ils sont des désœuvrés. Donc, nous avons commencé une relance économique dans ces zones-là.
pour s'attaquer aux causes de la pauvreté. Exact. Qui les rend vulnérables. Hein. Pour ce pan, exactement. Après, on a d'autres pans, mais il faut s'attaquer à tous les pans qui font converger la jeunesse vers ce groupe armé-là. Si vous prenez Dori, nous avons construit une université à Dori. Nous avons mis une base militaire à Djibo, dans la partie nord du pays. Nous avons mis une base militaire à Djibo. Tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas prévues en entrée pour le programme. Donc, oui, il fallait réagir. L'ancien président Blaise Compaoré avait, je crois, il y a 2 ans à peu près, de cela, proposé son expertise, son aide au pouvoir et Compaoré pour juguler la crise sécuritaire, pour juguler la crise sécuritaire. Et cette main n'a jamais été saisie. Cette main tendue n'a jamais été saisie. Non, je ne présenterai pas ce sujet-là de cette façon. Moi, je dirais que si le président Compaoré veut aider le Burkina Faso, il peut aider le Burkina. Oui. Les idées qu'il a, ce qu'il veut dire, mais qu'il l'écrive. Moi, je pense que s'il veut parler au président actuel, ce n'est pas les canaux pour parler au président actuel qui manquent. Il faut effectivement qu'il trouve le canal approprié pour apporter son expertise. Très bien, le message est compris, très rapidement. Il soumet l'offre. Nous l'avons vu, la première des priorités, effectivement, des Burkinabés, c'est la sécurité. Exactement. Et vous vantiez, mais les contextes ont changé. Les contextes ne sont pas les mêmes. De la stabilité, de la sécurité qu'il y avait quand vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que je lui ai demandé la doctrine qui vont suivre. Et si c'est vous, si c'est Edi Komboigo qui est élu président de la République le 22 novembre, que va-t-il faire pour mieux sécuriser le Burkina Faso et la Burkinabé? Ce qui est attaquer ce qui existe. On a demandé ce qui existe. Le président Edi Komboigo a conscience que on ne peut parler de développement que quand on est en vie. Et sur le plan sécuritaire, le président Edi Komboigo a décidé de procéder par le dialogue et par l'échange et faire appel à l'expertise de nos devanciers, à savoir le président Compaoré et tous les autres généraux qui avaient su préserver cette paix et cette sécurité dans la sous-région. Donner aux Burkinabés à manger, donner-leur de la sécurité, donner-leur des infrastructures, sécuriser-les, qu'ils redeviennent ce peuple fier que nous avons connu en Afrique. Vous avez eu en tout cas ces propositions au niveau de la sécurité. À cette émission, Moussa Ouedraogo, directeur de campagne du MPP, le parti au pouvoir, on l'a vu. Merci à vous. Grand soutien êtes-vous du président Roch-Marc Christian Kaboré qui demande un second mandat au Burkinabé. On verra la réponse au soir du 22 novembre. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Joël Compaoré du CDP, du candidat Edi Komboigo. À lui aussi, on souhaite toutes les chances. Nous l'avons dit, le jeu reste ouvert, mais l'arbitre souverain, c'est le peuple burkinabé. Ce sont les électeurs burkinabés. Et c'est certain qu'au soir du 22, Edi Komboigo prend les rênes du Burkina. Pour insuffler un changement. Le 22, il n'y a pas de soir. C'est la fin, mesdames et messieurs. Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci beaucoup.